Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct du 19e Salon de l'immobilier au Parc des Expositions de Montpellier, un salon qui a ouvert ses portes ce matin avec une inauguration en grande pompe. Et puis on se retrouve pour cette première conférence. On va d'abord faire un point avec nos invités sur ce salon de l'immobilier. Les invités qui sont à mes côtés, je vous les présente. Johan Breuil, vous êtes directeur associé de la société Adéquation, un institut indépendant d'observation des marchés immobiliers. On en parlera de façon plus approfondie tout à l'heure. À vos côtés, Christophe Pérez, directeur de la CERM. Et puis Guillaume Michel, l'organisateur de ce salon. Je termine par vous parce que c'est à vous que je donne la parole en premier. Un mot sur cette 19e édition de la rentrée de septembre au Parc des Expositions. Merci, bonjour à tous. Du coup, moi je suis très content, très fier comme d'habitude. On a inauguré ce salon ce matin vers 11h. On a eu une très belle aussi conférence ce matin sur l'ère du végétal avec le président de la métropole. Ce salon, voilà, comme je dis chaque année, a un but précis, le renseignement et l'explication pour tous les gens qui souhaitent investir, habiter, trouver un logement. C'est très très important et on a la chance justement d'avoir sur ce salon l'implication des pouvoirs publics, dont la CERM et la SAM, avec qui on a un bon partenariat, qui sont à l'entrée du salon, qui expliquent justement comment se développe le territoire de la ville et de la métropole. On a également l'AFPI qui est présente, qui représente le syndicat des promoteurs, la LCAFFB. Donc c'est vraiment un maillage, un tissage complet sur le neuf, l'ancien, et pour trouver ou de l'appartement ou de la maison. Et je suis très content de voir aussi Johan qui est là, qui est un homme de chiffres et qui apporte pas mal de solutions. Parce que sur ces salons, on en a 2 par an, un en mars, un en septembre. On est sur celui de septembre. Ce sont 2 poumons, on va dire, de la ville de Montpellier et de la métropole, qui apportent une tendance. On voit bien qu'en fonction du nombre de visiteurs, on annonce 5500 visiteurs sur 3 jours sur ce salon-là. Ça montre que l'immobilier est toujours très présent à Montpellier et sa métropole ou les alentours ou les villages. Les gens cherchent de plus en plus, se posent des questions et on est là pour renseigner. On voit bien, ce matin on l'a vu sur l'inauguration, les clients, enfin les exposants sont là, montrent leurs projets, montrent les difficultés qu'ils ont sur certains programmes. On a parlé des recours, on a parlé du foncier, enfin c'est tout un truc et c'est vraiment 2 événements où pendant 3 jours on va prendre la température jusqu'au prochain salon, c'est 6 mois. Et aujourd'hui c'est très très important d'avoir ces 2 salons. Le visitorat est toujours là. Et mes chiffres, donc quand je remonte les infos, qu'on attend de visiteurs et autres, ça prouve que l'immobilier va bien, se porte quand même bien, qu'il y a une demande et que les gens ont vraiment besoin de venir rencontrer les professionnels et de savoir ce qui se fait sur Montpellier. Parce que toute l'année, sur Internet et autres, il y a beaucoup de choses, il faut faire une interprétation. Là, pendant 3 jours, on est entre professionnels, on montre les choses, on explique et on va à l'encontre des gens en direct. Et ça, c'est très important. Johan, Guillaume parlait de ce salon comme une façon aussi d'avoir des chiffres sur le marché de l'immobilier. Vous qui êtes analyste, ces chiffres-là, des salons comme celui-ci vous permettent aussi de remonter des données qui nourrissent vos analyses après? Oui, tout à fait. Ça échappe à personne que tout le monde se fait badger quand on rentre sur un salon de l'immobilier. Donc on a une collaboration en effet avec Guillaume qui nous permet 2 fois dans l'année d'avoir une bonne jauge de la pression de la demande au regard de l'afflux de visiteurs qui peut rentrer sur le salon, et puis aussi de pouvoir affiner les profils de ces demandeurs, c'est-à-dire tous les gens qui viennent aujourd'hui visiter le salon ont des profils variés. Et c'est des données qui sont évidemment extrêmement intéressantes d'être analysées pour nous, pour pouvoir regarder la nature de cette demande qui s'exerce sur le marché. Donc on le remercie Guillaume pour ça. Christophe Pérez, ce salon, vous le connaissez bien, la CERM l'accompagne. C'est un salon qui, pour les habitants de la métropole ou pour ceux qui veulent la découvrir, qui arrivent, réunit un peu tous les éléments qui vont être nécessaires. On a bien sûr les opérations, celles que vous suivez et d'autres, mais il va y avoir aussi tous les conseils avec. Oui, je crois que pour ça, il faut féliciter Guillaume là, que tu viens de présenter ce qui se passe ici. C'est un moment très important, on le fait 2 fois par an. Et c'est un peu la rentrée en fait de Montpellier quand on est au salon d'immobilier, parce que Montpellier, c'est la ville des bâtisseurs, c'est la ville des architectes, des investisseurs, c'est la ville des promoteurs immobiliers et bien sûr des aménageurs. Et bien quand on vient ici, on voit ce qui se passe aussi dans la ville, l'expression de
de la qualité architecturale, de la qualité des quartiers que nous produisons. Et on voit au fil du temps, moi je suis à ma 5e année ici, en tout cas sur la Serme, et puis à vous accompagner dans ces démarches. Et je vois aussi l'évolution des projets depuis 5 ans, qui sont de plus en plus sensibles, plus proches des habitants, avec les grands enjeux, la transition écologique, le numérique. Eh bien, je crois que grâce à ce que vous présentez tous les ans, cette organisation qui est magnifique, eh bien, ça permet de voir un peu toute l'évolution de la ville. Et donc, c'est important qu'on puisse continuer à faire ces salons, celui du mois de septembre et puis bien sûr celui du mois de mars. Merci beaucoup. Guillaume, je sais que vous êtes très occupé sur ce salon, c'est normal, ça commence à peine, il y en a pour 3 jours, alors on ne va pas vous retenir, on va vous libérer et on va poursuivre la conversation, messieurs, dans un instant. Merci beaucoup Guillaume, on se retrouve pour la clôture de ce salon. Alors messieurs, je vous propose de nous tourner maintenant vers un état des lieux du marché de l'immobilier. Je le disais, Johan Breuil, en présentation, en vous présentant tout à l'heure, en tant que directeur associé de la société donc, Adéquation, c'est un institut d'observation du marché de l'immobilier. Vous travaillez sur des villes comme Montpellier, mais toutes les grandes métropoles finalement. Donc vous avez une vision nationale du marché de l'immobilier avec une mission de conseil pour tous les acteurs. Et donc cette vision qui vous permet aujourd'hui de dresser peut-être un état des lieux du marché à Montpellier, mais aussi peut-être mis en perspective cet état des lieux avec la conjoncture nationale. Alors la question de l'état des lieux, c'est quand même une vaste question. On va essayer de la prendre notamment par l'angle du logement neuf, qui est la matière première qu'on observe chez Adéquation. En effet, vous l'avez bien expliqué, on est des observateurs fins du marché, qu'on couvre à l'échelle nationale. On est une structure qui a 25 ans d'existence, qui est présente partout sur le territoire national, un peu plus de 100 collaborateurs. On réalise à peu près 2000 études de marché pour vous donner une idée de la matière première qu'on a en capacité d'être analysée quotidiennement chez nous. Alors, vaste question, je le disais, si on la ressente sur le marché neuf et qu'on donne un premier élément peut-être d'approche de ce marché, je dirais que le premier élément qui ressort des statistiques, c'est la dynamique. Dynamique assez exceptionnelle. On vient et on devrait conclure sur 2019 une 4e année d'embellie assez forte des marchés. Alors là, je me passe au niveau national parce que c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul sur les choses. Une année record, quand on parle que du marché de la promotion et sans vouloir assommer de chiffres, mais on devrait atteindre une nouvelle année autour de 120 000 ventes au détail en promotion immobilière. C'est des chiffres extrêmement importants par rapport à des années basses où on était tout juste à un peu plus de la moitié. Donc il y a une vraie dynamique du marché. On le retrouve sur le marché de l'ancien. Les notaires ont publié récemment des études prouvant qu'on devrait dépasser le million de transactions sur le marché immobilier national. Donc on sent bien qu'il y a une frénésie. Et ça témoigne avant tout d'une chose, c'est que la demande est présente. Et je crois que les discours d'ailleurs d'ouverture du salon tout à l'heure l'ont bien témoigné. Il y a un vrai dynamisme de la demande. Alors les causes, on les connaît. Et une première cause qui est évidente, qui est les conditions d'emprunt aujourd'hui. L'accès à l'argent se fait plutôt bon marché et quand même un facilitateur de l'achat immobilier. Et puis aussi, on a un attrait fiscal, une cartographie fiscale, on parlera peut-être sur Montpellier, qui encourage les investisseurs aussi à acheter dans l'immobilier. Donc que ce soit pour de la résidence principale, pour de l'investissement locatif, on a aujourd'hui une demande très forte qui s'opère sur les marchés et les résultats commerciaux des opérateurs en témoignent. Avec, donc si on zoome un petit peu sur notre métropole, puisque ce salon de l'immobilier, c'est ici, toujours un lieu de grande attractivité pour les investisseurs. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Il faut remettre en perspective, c'est vrai que là je donne des éléments de conjoncture un peu nationale, mais en réalité ça cache des disparités territoriales assez fortes. Si on caricature un peu les choses, et je vais repositionner Montpellier par rapport à ça, on va dire qu'il y a Paris, l'Île-de-France, le marché francilien, c'est un peu plus d'un tiers, voire 40% du marché national. On a le marché des 10-15 premières métropoles françaises, dans lequel s'inscrit évidemment Montpellier. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a le reste du monde. Il y a le reste du monde. Donc l'attractivité montpelliéraine, elle s'observe, elle est très présente. Elle est une terre d'accueil de nouveaux arrivants de manière assez massive. 5000 nouveaux ménages qui viennent chaque année s'installer sur le territoire montpelliérain, une métropole qui fait un peu plus de 450 000 habitants, qui a des taux de croissance démographique extrêmement forts, une économie également qui est poussée. Alors,
dans des proportions de croissance peut-être un peu moindres que la démographie, mais qui est également excellente. Et donc tout ça, ça génère de l'attractivité. Ça génère de l'attractivité, donc ça génère des besoins en logement. Ça génère des besoins en logement. Et aujourd'hui, on se retrouve, parce que je parle là d'un tableau un peu idyllique de la situation du marché immobilier, et évidemment, je me dois un peu d'assombrir le tableau sur certains éléments qui peut être observé. C'est que la concentration très très forte de ce qu'on appelle nous les effets de métropolisation, si on peut parler de ce sujet-là, amène à certaines dérégulations de marché. Alors qu'est-ce qu'on entend par métropolisation ? Métropolisation, c'est le phénomène de concentration de l'économie, des services, des équipements, de la démographie sur quelques territoires français, sur ces fameuses 10, 15 métropoles au niveau national qui concentrent toute cette attractivité. Et donc évidemment, ce n'est pas difficile de témoigner d'une pression de la demande forte quand on a compris qu'il y a un effet métropolitain qui s'observe à l'échelle nationale et qui est très présent. Le problème, parce qu'il y en a quand même, forcément, c'est qu'une importante demande à combler nécessite un effort constructif extrêmement important. Alors justement, Christophe Pérez, peut-être un mot aussi sur cet état des lieux. On sort d'une période au niveau national et métropolitain de belle embellie pour la profession, pour la construction, etc. Du coup, certains disent on rentre dans une zone un peu plus difficile. Quelle réaction vous affirmez face à ça ? Comment se positionne notre métropole ? Alors, l'aménageur de la métropole, c'est vrai que c'est un véritable constat, cet effet de métropolisation. Johan vient de le dire de façon très claire, ça n'est pas que Montpellier, du reste. Et ça pose évidemment des questions nationales. Longtemps, on a parlé de Paris et le désert français. Finalement, aujourd'hui, par des effets de décentralisation, eh bien, on a un peu dépassé tout cela, mais ce sont les métropoles et le désert français. Est-ce que on a envie d'une France comme celle-là, celle qui ne serait pas irriguée, où tout se passerait dans les grandes métropoles ? Je pense que c'est une vraie question. Et les réponses se trouvent aussi dans les éléments chiffrés que Johan vient de donner, c'est-à-dire que cet effet de concentration n'est pas nécessairement bon, parce que quand on concentre trop, on n'arrive pas à alimenter complètement le marché et on n'arrive pas à répondre à tous ces besoins de population qui arrivent massivement. D'ailleurs, ce ne sont pas nécessairement des populations qui arrivent massivement, c'est plutôt des investissements qui arrivent massivement sur nos métropoles. Et nous posons toujours la question de savoir qui on veut loger. Moi, j'ai une façon assez simple de le dire, en tout cas très claire, c'est que nous avons à loger tous les Montpellier, Reims et ceux qui viennent, quel que soit leur niveau de revenu. Donc notre ambition à nous, c'est de faire une ville aimable, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire une ville pour les habitants, avec des véritables quartiers, empreints de mixité sociale, de mixité urbaine, bien sûr, les services, etc. Et donc notre concentration se fait dessus. Et quand la demande s'éloigne du besoin, eh bien, effectivement, on a une crise de l'offre. Et moi, je pense qu'il faut être raisonnable et faire que l'offre soit égale à la demande. Donc, on a eu, ces dernières années, une forme de bulle immobilière liée aux produits investisseurs. Qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se tasser. En fait, ce n'est pas tellement un tassement tel qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que l'offre, en tout cas le besoin, plutôt la demande continue à s'exprimer de façon forte, mais l'offre est en train de se comprimer. Et ça a une conséquence qui peut être extrêmement grave, celle de l'augmentation des prix. Et finalement, plus les prix vont augmenter, et moins on sera en mesure de loger tout le monde. Donc il s'agit maintenant de réfléchir à une vraie régulation. Bien sûr, nous entendons les préoccupations des promoteurs, bien sûr qu'ils font construire, bien sûr qu'ils sont nombreux, bien sûr que la dynamique de la métropole doit continuer, mais elle doit être maîtrisée. Et c'est le travail que nous faisons. Ce constat qui est parfois fait et qui en tout cas anime la profession, un petit peu alarmiste, parfois de façon un peu provocatrice sur les chiffres, comment vous y répondez ?
Est-ce qu'on se base uniquement sur les données, ce qui à la rigueur est votre position d'analyste, et est-ce que vous comprenez que ensuite les aménageurs prennent en compte de nombreuses autres données pour façonner une ville selon l'image qu'ils souhaitent en faire et la réalité de vie Alors, je fais un métier de conseil dans lequel le fait d'être provocateur ou pas, entre guillemets, c'est pas mon sujet. J'essaye d'objectiver au mieux les analyses par de la donnée statistique, c'est vrai, mais aussi par de la bonne compréhension des acteurs et de l'ensemble des acteurs et de la manière dont ils fabriquent la ville ensemble. Donc ça compte tout autant que les chiffres finalement dans ce qu'on peut évoquer. On l'a dit, Christophe l'a rappelé, c'est pas un phénomène spécifiquement montpelliérain ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est un niveau d'offre insuffisant pour répondre à la demande et une tension et un renchérissement des prix extrêmement important, qui ne permet pas, en soi, on peut être alarmé ou pas de cette situation, c'est surtout que ça ne répond pas à l'ensemble des besoins. Et globalement, l'enjeu, j'écoutais attentivement tout à l'heure les discours d'inauguration du salon, on a parlé de quantitatif et de qualitatif. Et je pense que ça répond bien à la question, c'est-à-dire comment on a besoin d'un flux suffisamment important quantitativement pour permettre de répondre à l'ensemble des segments immobiliers, parce qu'il y a des chaînages entre les choses. Ce n'est pas décorrélé. Les promoteurs ne font pas seuls leur activité, les bailleurs sociaux seuls leur activité, et les aménageurs ne facilitent pas seuls le logement abordable dans leurs opérations d'aménagement public, par exemple. Donc il y a un effet de corrélation entre tout ça. Donc globalement, on a besoin d'un volume d'activité suffisamment important pour répondre à l'ensemble du panel de la demande. Et donc qualitativement, de la même manière, on ne peut pas se satisfaire, et c'est là peut-être que je suis provocateur, mais on ne peut pas se satisfaire d'avoir un marché qui ne réponde qu'à 10-20% de la clientèle potentiellement captive sur notre territoire. C'est en ça qu'on peut être un peu provocateur. Alors, Christophe Pérez, une réaction là-dessus C'est un constat à partager. Si on regarde un peu la forme de Montpellier, de sa métropole, 70% de la population de Montpellier est éligible au logement social. À quoi cela sert-il de courir pour que les prix, avec pour conséquence une augmentation extrêmement forte des prix qui ne va pas nous permettre de loger tout le monde? Donc oui, quand je parle de régulation, c'est important d'avoir ce sujet-là en tête. D'autant que, bien sûr, ici on parle de logement, mais quand on est dans la fabrique de la ville, on est aussi dans un questionnement sur le territoire en question, sur sa forme, sur bien sûr la biodiversité, c'est la place de l'homme dans son environnement, dans la nature, sur le questionnement sur la Méditerranée, sur les risques naturels, la transition écologique que nous vivons avec les risques, mais aussi le numérique qui est encore un autre sujet qui peut nous aider. Donc en fait, c'est une combinaison d'un ensemble extrêmement large qui fait que la ville, elle doit répondre à tous les critères. Donc je reviens sur cette idée de 70% de personnes qui peuvent être dans le logement social. Évidemment, il n'est pas question de construire 70% de logement social, ça ne suffirait pas et ça ne serait pas raisonnable, même si le PLH, lui, prévoit 30%, maintenant 36% de logement social. Mais il y a une frange sur laquelle nous travaillons très fortement. Je sais que les promoteurs, certains sont dans la salle, ils sont également attachés. Le président de la fédération des promoteurs, Laurent Villaret, le disait également tout à l'heure, il faut construire du logement que nous qualifions d'abordable, c'est-à-dire du logement pour les familles, en tout cas du logement qui permet à des gens d'habiter avec leur niveau de revenu et qui permettent de vivre dans des conditions, des belles conditions, parce que quand on est à Montpellier, évidemment, à l'évidence, par notre climat, par beaucoup d'autres choses, eh bien, on ne peut qu'être bien. Donc, il faut accompagner cette condition. Donc, oui. Alors, si on analyse un peu plus en détail ces 70%, pourquoi, en fait, on est dans ce type de catégorie? Ce n'est pas toujours le cas de toutes les métropoles. C'est qu'à Montpellier, on est une ville où il y a beaucoup de jeunes. La proportion d'étudiants est beaucoup plus importante qu'ailleurs. 70 000 étudiants pour une métropole de 425 ou 450 000 habitants, c'est considérable. Et à Toulouse, il n'y a que 90 000, entre guillemets, pour le double de population. Donc, les étudiants sont des jeunes qui ont évidemment, à l'évidence, des revenus moins élevés que les cadres supérieurs de haut niveau. On a aussi une population importante de seniors. Et puis, ce qu'on peut appeler ce qu'on appelait avant la classe moyenne. Et finalement, quand on regarde ce schéma-là, notre travail, c'est aussi, quand je dis loger tout le monde, c'est prendre en compte, évidemment, ces catégories socio-professionnelles
Et lorsque nous aménageons, lorsque nous travaillons sur la programmation de nos quartiers, eh bien, et c'est inscrit dans le PLH, eh bien, ces proportions de logements, il faut qu'on puisse l'atteindre. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut que les prix soient raisonnables. Alors, je voudrais revenir sur deux éléments, justement, que vous venez d'évoquer, un peu plus en détail. Le premier, c'est ce constat que vous faites tous les deux de l'augmentation des prix de vente du libre, en particulier. Je voudrais vous faire réagir, et l'un et l'autre là-dessus. On reviendra après sur le logement abordable. Sur ce constat de l'augmentation des prix de vente du libre, c'est une réalité qui ressort de vos analyses, hein. Là, pour le coup, la statistique ne trompe pas. On a dépassé en moyenne sur le marché montpelliérain les 4 300 € du mètre carré. Alors, des mètres carrés, ça ne veut rien dire, hein, pour un futur acheteur. Mais si je le remets en perspective par rapport à des typologies, ça veut dire qu'il faut compter en moyenne entre 170 et 180 000 € au bas mot pour acheter un logement T2. De la même manière, il faut à peu près 270 à 280 000 € pour acheter un logement T3. Et ça, d'une manière générale, c'est à peu près entre 20 et 30 000 € plus cher que ce qu'on proposait, ce que les opérateurs ici proposaient il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc la question du renchérissement des prix, elle est posée sur la table, elle est factuelle et elle est complètement objectivée par les éléments, elle s'observe tous les jours. Alors, on a le constat. Comment on l'explique ? Je peux même compléter sur ce que tu viens de dire. Quand on parle de T2 et T3, moi, je parle de qualité de vie et de plaisir de vivre. Il y a moins de 20 ans, ou une quinzaine d'années, un T3, c'était plus de 70 mètres carrés. Aujourd'hui, on voit un certain nombre d'opérateurs, pour maintenir ces prix, pour être dans des prix raisonnables, eh bien, compte tenu de l'augmentation du foncier, qui proposent des T3 de moins de 60 mètres carrés. Pour moi, on n'a pas de plaisir d'habiter quand on a moins de 60 mètres carrés, quand on ne sait pas poser quand on n'a pas de cuisine, ou en tout cas un espace cuisine suffisamment confortable, quand on ne sait pas mettre un lit dans une chambre ou des placards, bon, ou des armoires, même si on n'a plus d'armoires maintenant. Donc ça, c'est une vraie question. Au final, c'est la qualité d'habiter, la qualité de vivre qui ressort en fait de toutes ces problématiques-là, de ces augmentations du prix. Donc moi, je ne peux que tirer la sonnette d'alarme, parce que quand les prix s'achètent extrêmement cher dans le diffus, ça a aussi des conséquences sur le marché régulé que nous avons dans nos opérations d'aménagement, puisque la référence des prix augmente également. Et la référence des prix pour ceux qui sont propriétaires, qui se disent « tiens, bah oui, on va pouvoir vendre encore plus cher ». Et tout cela nous engage dans une spirale inflationniste qu'il s'agit vraiment de prendre en compte. Tout le monde en est conscient d'ailleurs, tous les promoteurs qui sont là le savent, ils en ont bien conscience, mais eux, ils ont aussi, chacun, et je le comprends, l'obligation de construire et de fabriquer et de répondre à leur conseil d'administration, etc. Bon, moi j'appelle à une prise de conscience quand même. Alors nous, à notre niveau, on continue à produire la ville en fonction du besoin. C'est-à-dire que nous mettons à la commercialisation tous les ans entre 2000 et 2500 logements à la commercialisation promoteur. Alors bien sûr, c'est un peu plus difficile aujourd'hui que ça l'était avant en réalité, parce qu'avant on était dans l'expansion urbaine, les grands terrains qui étaient nus, qu'on achetait, etc. Bon. Aujourd'hui, on voit bien que les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux nous font refaire de plus en plus la ville sur elle-même, et que l'étalement urbain entraîne des conséquences parfois très négatives sur la planète. Donc bien sûr, on se recentre sur la ville. Et quand on fait ce qu'on appelle du renouvellement urbain, bien sûr, c'est plus difficile. On doit racheter déjà des appartements, des logements qui sont déjà existants. Donc c'est là où en fait je pense qu'il y a un vrai travail à faire, ou une vraie collaboration publique et privée encore plus forte qu'avant, pour que tout le monde s'entende sur cette idée de loger tout le monde. Alors justement, deuxième point sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est sur le logement abordable. Peut-être avant de se poser la question de savoir s'il y a suffisamment de logements abordables, je voudrais votre définition à chacun. Qu'est-ce qu'un logement abordable ? On va voir déjà si vous avez la même définition. Allez, Johan. Pas très sympa. Je me lance alors. Un logement abordable, c'est un logement accessible par tous. Il y a une chose en réaction d'ailleurs à ce que Christophe a dit, qui me semble, moi, le juge de paix pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier, c'est l'acheteur. La seule chose qu'il ne peut pas négocier, c'est son budget d'acquisition.
ou d'investissement. Donc la question du prix, elle est d'autant plus centrale et elle concerne tout le monde, évidemment, parce qu'il y a un moment donné, on peut ou on ne peut pas acheter. On peut faire un consensus sur une nature de logement, sur une nature d'emplacement, mais c'est quand même très très compliqué d'aller faire un consensus avec son banquier quand on est face à lui par rapport à sa capacité d'endettement. Donc le logement abordable, c'est la capacité d'aller resolvabiliser une partie très significative de la population qui est aujourd'hui exclue du logement. Christophe le disait, 70% de la population est éligible localement au logement social. C'est vrai, c'est un état de fait. On est en capacité d'en loger une trentaine de pourcents. À l'extrême inverse, aujourd'hui, au niveau de prix qu'on a évoqué tout à l'heure, on cible à peu près les 20-30% de la population les plus aisées. Donc sans reparler de classe intermédiaire ou de classe moyenne, mais le logement abordable, c'est la capacité d'aller resolvabiliser des ménages qui aujourd'hui ne le sont plus. Christophe Pérez, votre définition du logement abordable. J'adhère à cela. D'ailleurs, on a même fixé, nous, un prix dans les consultations que l'on a organisées, qu'on commence à organiser, un prix maximum de prix de vente. Là où Johan tout à l'heure parlait de prix du libre moyen à 4003, on l'a plafonné à 2009. Maintenant, nous, le logement abordable, c'est une vision encore plus large. C'est-à-dire que nous avons fait un travail il y a déjà 4 ans avec la Fédération des promoteurs, l'Ordre des architectes, avec la Fédération du bâtiment. Bien sûr, la métropole, sous l'autorité de Philippe Sorel, on s'est tous mis autour de la table pour réfléchir à ce que pourrait être le logement de demain qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est celui qui permet de loger les familles dans des conditions de plaisir de vivre, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'était aussi une alternative à la maison individuelle. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, on s'éloigne de la métropole. Bien sûr qu'il faut de la maison individuelle, et tout à l'heure, la présidente des syndicats le valorisait. Céline Guittard avait des propos très, très intéressants sur le sujet, en tout cas le vendait parfaitement bien. Et évidemment, on est d'accord avec cette démarche. Il ne reste pas moins que cela peut se faire dans des villages, dans des expansions, dans des reconstructions de villages, mais lorsqu'on est sur la métropole, lorsque les concentrations se font sur la métropole, on est dans ces logiques d'intensité et que dans cette intensité, on a capacité à offrir à la fois des services, des commerces, du travail, les mobilités douces. Et plus on s'éloigne, et plus on est dans l'étalement urbain, et plus on cause des problèmes à la planète. Voilà, tout simplement. Donc notre souci, notre objectif, c'était bien cela, c'était maintenir les familles. Les promoteurs ont travaillé avec nous, on a fait une consultation, 2 ont gagné, Roxim, et puis Marignan. Les travaux sont en cours. Je pense l'année prochaine, on pourra en parler, on pourra faire les visites. D'ailleurs, je faisais une petite visite hier pour voir le niveau d'avancement des chantiers. On voit bien que là, on a une réponse à l'alternative de la maison individuelle. C'est la pièce partagée, c'est le petit jardin collectif, c'est la piscine partagée, c'est aussi les services à proximité, les services qu'on apporte aux habitants. Eh bien, là, quand on fait cela, on fabrique aussi la ville de demain, celle pour les habitants. Alors ça sera le sujet d'une autre émission, la ville de demain, comment la fabriquer et offrir de nouveaux services pour justement arriver à juguler le logement abordable et une qualité de vie qui tient à cœur ici à la métropole. Merci à tous les deux de votre présence pour cette première émission en direct du Salon de l'Immobilier. Merci d'avoir participé à cet échange. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le replay de la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, mais aussi sur le Facebook et puis sur le Facebook de notre partenaire Forum Télé. On se retrouve un peu plus tard pour une autre émission. Merci.